Sadio. Chers tous, nous sommes réunis ici à cause d'un événement douloureux qui a réveillé tous les Congolais le 23 juillet dernier. Ça s'est passé dans un commissariat où 17 personnes ont été tuées et certains d'entre eux disparus. Jusqu'à présent, donc, on n'a pas pu établir les responsabilités. Voilà pourquoi Jean-Noël Mabiala du Mur, un activiste congolais de Lyon, a réuni ses partenaires pour pouvoir aujourd'hui, donc, le concept s'il vous plaît, SVP, qui peut être compris comme s'il vous plaît, ne pas oublier ces morts, ces victimes et leurs proches. Donc, SVP veut dire solidarité avec les victimes des violences policières. Aujourd'hui, une conférence de presse va donc être le début d'une série d'activités et nous aurons jusqu'à 18 h une conférence de presse donc, qui va être animée par Mapingu, Guy Mafimba et Jean-Noël Mabiala. Et ensuite, il y aura une émission spéciale où les activistes des droits de l'homme au Congo et ceux d'ici prendront la parole pour expliquer ce qui s'est passé et où est-ce que nous voulons aller avec cette situation qui nous a surpris et qui est somme toute incompréhensible. Donc vers 20 h, entre 20 h et 22 h, il y aura le lancement de collecte de fonds parce que voilà, il s'agit justement de solidarité et il sera demandé à toute la communauté congolaise à travers le monde de pouvoir être solidaire des victimes et de leurs parents au Congo là-bas. Et entre 22 h et 24 h, il y aura une nuit blanche, une veillée symbolique ici. Et enfin, la mise en place des commissions de suivi, d'enquête et l'autopsie, le soutien financier et les actions en faveur des droits humains, donc des actions juridiques. Pour le moment, je donne la parole à Jean-Noël Mabiala qui va donner le acte 1 de cette série d'activités. Merci Sadio, merci à Marc Mapingu, Guy Mafimba, pour les compatriotes qui sont avec moi à la tribune aujourd'hui. Je vais introduire cette conférence de presse, mais vous comprendrez tout de suite que je ne serai pas le seul à intervenir. D'abord, permettez-moi de vous présenter donc toutes les personnes qui ont participé au lancement de cette initiative. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai vite fait le tour. Je présente rapidement dans l'ordre alphabétique. On a Noël Emmanuel Longhi, Kanté Sadio, Kissa Marcus, Loubelo Fernand Eugène, Madede Charles, Mafimba Guy, donc Mapingu Marc que je viens de citer, Masengo Tiassé Maurice, Pandi Michel, Ngombe Andrea, Siayos Living, Tungamani Benjamin. Ça, c'est les compatriotes qui ont été les premiers à réagir et qui ont apporté tout de suite leur soutien à cette idée. Mais nous avons mobilisé une cinquantaine de responsables politiques et responsables de la société civile sur cette action pour justement sortir de la tendance à s'enfermer dans nos petites associations, la cause étant nationale et étant d'une ampleur inédite. Je mentionnerai rapidement une mention spéciale pour les résistants de l'intérieur du pays qui ont participé aux préparatifs et qui vont intervenir en direct dans cette journée. Je pense précisément à Charles Bouao, Clément Mirassa, Franck Nzila Malembe, Trésor Nzila, Joe Washington et Bina, donc, qui sont aujourd'hui, qui attendent. J'espère que la technique, la logistique nous permettra de les avoir avec nous. Je ne manquerai pas de remercier rapidement et globalement les membres du Bureau du Mur, le Mouvement Unitaire pour la République, la formation politique que je préside, simplement parce qu'ils ont été un peu les premiers associés à cette démarche et qui ont mis la main à la poche, entre guillemets.
Chers amis, je voudrais aussi vous associer aux remerciements particuliers que j'adresse personnellement à une amie et presque un frère de Lyon, Jocelyne et Christian Motegu, deux Congolais de cœur, c'est pour ça que je les cite, on a bien d'autres soutiens, ce n'est pas des Congolais d'origine, mais des Congolais de cœur, qui les premiers ont réagi et ont déjà mis leur petit obol symbolique dans la cagnotte de notre téléthon que nous allons lancer ce soir. D'autres membres de la communauté, d'autres personnalités de la communauté congolaise ont été mobilisés, qui n'ont pas pu être là. Je citerai seulement ceux qui ont présenté leurs excuses, en particulier le ministre Oukebene, le ministre Wabari, le ministre Maleka et le Premier ministre Soukoulati Poiti. Beaucoup d'autres compatriotes, justement, ont soutenu l'initiative et qui n'ont pas pu être là. Je citerai seulement ces quelques personnes. Évidemment, les personnes qu'il faut remercier, enfin, c'est vous qui êtes là, qui vous êtes donné la peine de faire le déplacement, malgré les différentes occupations que nous avons les uns les autres. Votre participation prouve que vous avez été saisis comme nous par la même stupeur et vous partagez la même sidération face au drame qu'ont subi ces jeunes et face à l'escalade de violence qui prévaut au Congo depuis plusieurs années, notamment ces 3 dernières années. Nous constatons que les limites de l'imaginable ont été franchies avec les exécutions de Chakona. Chers amis, mesdames et messieurs, en ouvrant cette conférence de presse, je vous présente rapidement 5 points sur lesquels nous allons sûrement revenir dans la discussion. Il s'agit d'abord de quelles sont nos attentes par rapport à cette conférence de presse, pourquoi une conférence de presse aujourd'hui. On va rappeler rapidement les faits. Sadio, justement, a ébauché un peu le tableau. Nous les rappellerons avec nos termes. Une question s'est posée dans l'émission préparatoire de cette conférence de presse avec Sir Makoso de Ziana TV. C'était pourquoi nous nous mobilisons particulièrement pour cet événement qui n'est pas le premier deuil qui a frappé le Congo. Donc je vous donnerai une petite explication pourquoi cette mobilisation particulière aujourd'hui. Et nous vous dirons quelles sont nos attentes par rapport à cette opération solidarité avec les victimes des violences policières au Congo. Et le dernier point, c'est le plan d'action, puisque Sadio l'a dit, c'est une série d'actions, ce n'est pas qu'un événement sporadique d'aujourd'hui. Nous envisageons une série d'actions par rapport à la suite de cet événement. L'objectif de la conférence de presse. Nous vous avons convié à cette conférence de presse, pas pour vous donner un scoop. On aurait pu espérer avoir un scoop aujourd'hui, mais il y a quelques incertitudes. Mais surtout pour vous mobiliser afin d'expliquer à l'opinion publique les tenants et les aboutissants de la crise, du crime qui a été commis à Brazzaville. Notre but est de faire en sorte que ce drame ne puisse pas être jeté aux oubliettes pour que le train-train reprenne à Brazzaville ou à Oyo, notamment au moment où on s'apprête à festoyer à l'occasion du 15 août. Voilà l'objet de la conférence de presse aujourd'hui. C'est-à-dire que l'événement est connu, il a été traité dans les presses, notamment TV5 Monde et autres. Nous, aujourd'hui, nous voudrions remettre l'accent pour qu'on ne l'oublie pas trop vite. Maintenant, le bref rappel des faits. Entre le 22 et le 23 juillet, plusieurs jeunes, 15 ou 20, ont été, je pèse les mots, raflés, incarcérés, torturés, finalement exécutés sans sommation dans des circonstances les plus opaques dans les prisons du régime. Comme par hasard, cela se passe dans un commissariat de police de Mpila. Mpila est le quartier résidentiel de M. Sassou Nguesso, un quartier qu'on ne pourrait soupçonner d'intelligence avec l'ennemi. Je pèse mes mots, connaissant le climat, les interprétations qu'on peut avoir à Brazzaville. Coïncidence ou pas, dans le même secteur, le même quartier, Chakona Beach, avait disparu 350, je ne sais pas le nombre exact, citoyens auparavant réfugiés en RDC, que la Croix-Rouge et les instances internationales avaient convaincu de rentrer au pays sous la protection des forces de la sécurité publique et des autorités congolaises. Les exécutions de Chakona sont certes inédites, mais elles rappellent néanmoins donc l'affaire des disparus du beach avec le même mode opératoire, c'est-à-dire des citoyens dont la vie est fauchée par les forces de sécurité dans leur pays, non pas par accident ou par bavure,
mais par un acte crapuleux visiblement prémédité. Depuis 2 semaines, les familles éprouvées qui ont eu toutes les difficultés du monde pour retrouver les corps de leurs enfants et les organisations locales de défense des droits de l'homme sont aux prises avec un pouvoir tyrannique qui tente de les intimider, de les étouffer, d'étouffer l'affaire et de protéger les assassins. Le procureur de la République en personne, M. Okongakala, a promis publiquement faire subir le même sort aux parents des victimes. Depuis le début de cette affaire, l'attitude du pouvoir se résume en 5 mots. Dénégation, circuler, il n'y a rien à voir. Occultation des faits, banalisation, intimidation et manipulation pour diviser les familles qui réclament vérité et justice. Guerre de gang, éradication du phénomène bébé noir, telles sont les explications, aussi alambiquées que irresponsables, avancées par les autorités locales, sans même diligenter la moindre enquête, qu'elle soit administrative, judiciaire ou parlementaire. Prenons l'exemple, prenons l'hypothèse justement de la lutte contre les bébés noirs. Comment expliquer une exécution sommaire dans un pays où la peine de mort n'a pas cours de personnes, de jeunes, qui ont été arrêtés, qui sont entre les mains de la police, donc sous protection de la police, j'allais presque dire sous protection judiciaire. Comment on peut expliquer un tel acte? Pour notre part, toutes les hypothèses qui sont avancées ne tiennent pas. La responsabilité, elle est politique et la responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Ainsi, toujours 2 semaines après, plusieurs questions restent sans réponse. Quelle est la liste précise et nominative des victimes? Nous ne l'avons pas. Dans quelles circonstances ces jeunes ont été arrêtés? Pour quel mobile? Que s'est-il passé? De l'arrestation à l'exécution, que s'est-il passé? 4e question, qui a fait quoi dans cet acte? Quelles responsabilités sont engagées par cet acte? Voilà. Est-ce au niveau du commissariat? Est-ce au niveau de la Direction générale de la police nationale? Est-ce au niveau du Conseil national de sécurité, puisque nous parlons de sécurité? Est-ce au niveau du ministère de l'Intérieur? Est-ce plus haut? Voilà pour nous les questionnements qui vont demeurer tant qu'il n'y aura pas enquête, tant qu'il n'y aura pas autopsie pour que la vérité éclate. Comment on peut résumer la situation? Clairement, quelles que soient les réponses qui seront apportées à ces interrogations, il ressort des témoignages recueillis et du rapport de l'OCDH que nous mettons à votre disposition qu'il y a eu rafle, acte de torture et exécution sommaire. Le constat d'un flagrant délit de meurtre en bande organisée sous protection policière ne fait l'ombre d'aucun doute. Voilà ce qui est des faits. Pourquoi nous demandons aujourd'hui, donc le collectif des personnalités et des organisations que je viens de citer, pourquoi nous demandons une mobilisation nationale pour cet événement? Et d'aucuns nous diraient, pourquoi vous ne l'avez pas demandé hier pour les autres événements qu'il y a eu? On pourrait nous taxer d'impartialité en se mobilisant aujourd'hui, mais je voudrais rappeler quelques faits rapidement. Je dois d'abord reconnaître que tous les drames se valent et méritent la mobilisation de tous pour dénoncer, exiger vérité et réparation. Mais les réactions, l'éveil, il faut noter un problème particulier, c'est que l'éveil de la société civile au Congo est plutôt au stade embryonnaire, ce qui fait que les réactions ne sont pas systématiques et coordonnées. Nous allons pour notre part donner quelques exemples pour montrer ce qu'on a pu, dans quelles réactions on a eu pendant certains événements, pour qu'on voit bien que ce n'est pas la seule fois que nous organisons des actions de solidarité. Même si celle que nous lançons aujourd'hui est plus importante et doit être plus importante du fait de la particularité de l'événement. Personnellement, dans une autre association, nous avons réagi en 1997, quand il y a eu guerre civile à Brazzaville, avec l'association des Congolais de Lyon, que je présidais à l'époque, nous avons organisé un convoi humanitaire qui a été distribué en 1998 à Brazzaville. En 2006, nous avons créé un centre d'aide à la création d'entreprises à Pointe-Noire.
Je vous donne quelques exemples des actions que nous avons pu mener, et je n'irai pas, mes collègues, mes compatriotes ont aussi mené des actions, nous n'aurons pas le temps de faire la liste. Mais je reviens à la crise congolaise depuis 2016. En juin 2016, nous avons monté un collectif qui a mené un convoi humanitaire à Brazzaville, dans le cadre de la guerre du Poul, et ce convoi a été distribué par Caritas dans le Poul. Voilà quelques exemples que je peux citer pour dire que nous avons des antécédents, entre guillemets, en termes d'intervention ou de mobilisation. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec Chakona? Disons que le drame de Chakona se distingue des tueries de Pointe-Noire, par exemple, en 2015, lors des manifestations contre le changement de la Constitution, parce que ces massacres peuvent être considérés, je pèse les mots et je mets des guillemets pour que vous compreniez bien, parce que ces massacres peuvent être considérés comme des bavures survenues lors d'événements, lors d'opérations, on dirait, de maintien de l'ordre, qui auraient débordé. À la différence, justement, de Chakona, où les jeunes n'étaient pas dans une manifestation, ils n'étaient pas dans une situation où on devrait les arrêter, n'était pas une situation de maintien de l'ordre public. L'événement de Chakona est différent de l'assassinat du jeune Stevie Loïc Mayoussa à Dolisie, qui avait refusé de porter un t-shirt qui avait l'effigie du fameux mécène aujourd'hui qui bat les records au Congo, qui veut sauver toutes les causes congolaises en étant, j'allais presque dire, responsable, quelque part, du naufrage des finances du Congo, puisque je cite un des cadres, voire le directeur de la SNPC. Donc ce jeune Loïc Mayoussa a été tué dans la rue, c'est-à-dire à la différence des jeunes de Chakona, il n'a pas été arrêté. Voilà quelques différences que je peux donner par rapport à la crise du Poul, par rapport à la guerre du Poul. Là aussi, il y a une différence, parce que la guerre du Poul, je parle encore avec guillemets, peut être considérée comme un affrontement entre deux camps et que les populations civiles n'auraient été que des victimes collatérales. Je dis entre guillemets, mais une fois qu'on a dit ça, c'est se tromper et se méprendre sur le caractère machiavélique et concerté de ce régime qui, finalement, on peut croire que les victimes du Poul n'étaient pas que des victimes collatérales. On a des raisons de penser que c'est une stratégie volontaire d'exterminer des populations. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que le Poul est victime du ratissage des forces de politique du pouvoir, des milices politiques du pouvoir. Rappelez-vous, s'il en était besoin, du ratissage de Camille Oko. Il est décédé peut-être. Voilà, donc cette action n'est pas fortuite, elle n'est pas par hasard, et que les victimes du Poul ne sont pas des victimes simplement, des otages simplement de ce conflit. Je rappelle ces éléments pour vous montrer la différence entre la mobilisation que nous avons aujourd'hui, le besoin de mobilisation aujourd'hui. Chakona est une cause nationale, pour les raisons que je viens d'évoquer, pour la simple raison et particulière que ces jeunes ont été arrêtés sans motif, nous n'avons pas de motif, et qu'ils ont été tués dans les locaux de la police. C'est la principale différence. Et pourquoi nous appelons la mobilisation? Parce que pour la première fois au Congo, nous pensons qu'il est nécessaire que les Congolais se lèvent, non seulement dénoncent, mais disent simplement leur solidarité. C'est à ce niveau-là que je sépare notre démarche politique, qui est la nôtre, de la démarche de solidarité. Nous demandons la solidarité. Nous ne demandons pas des expressions politiques, politiciennes. Nous demandons la solidarité. Nous avons eu des échos de Brazzaville, où le pouvoir intimide les familles éprouvées en leur disant « n'allez pas écouter les sons de cloche des gens de l'opposition ou même des organisations de société civile qui seraient tentées de vous manipuler ». Nous répondons à cela. D'abord aux parents, nous disons toute notre solidarité, nous présentons nos condoléances et nous leur disons surtout, chers compatriotes, les enfants de Chakona ne sont pas seulement les enfants de Chakona. Ce ne sont pas seulement les enfants de Mpila, ce ne sont pas seulement des enfants de Wenze, ce ne sont pas seulement des enfants de Talangaï, mais il s'agit de Congolais. Je pense que c'est l'éveil de la conscience nationale doit partir de ce point de vue, de ce postulat, qu'il s'agit de Congolais, qu'ils soient 13,
qu'ils soient 15, qu'ils soient 20, des Congolais assassinés dans ces conditions-là, ça ne doit pas nous laisser indifférents et ça ne doit pas se traiter en termes d'appartenance, de quartier ou de quoi que ce soit. Voilà sur quelle base, chers compatriotes, chers amis présents dans la salle, sur quelle base nous nous sentons la légitimité de réagir et de nous mobiliser pour cette cause. Voilà sur quelle base nous appelons tous les Congolais, du nord au sud, d'est à l'ouest, de l'intérieur comme de l'extérieur, à réagir et à se mobiliser pour cette cause-là. Une fois ceci dit, je vais rapidement vous rappeler donc les actions que nous envisageons pour concrétiser cette solidarité. Nous avons trois objectifs par rapport à l'opération Solidarité avec les victimes de violences policières. Trois objectifs. Le premier, c'est participer à faire éclater la vérité, toute la vérité, sur les circonstances de ce drame. Le deuxième, c'est pousser les responsables, les autorités de Brazzaville, à établir les responsabilités. Qui est responsable de quoi? Il est inimaginable de penser que les assassinats de Chakona sont l'œuvre d'un individu ou d'un fou, de quoi que ce soit. Quand bien même ce serait un fou, c'est la responsabilité de l'État qui fait que ce fou ait été dans une position de commettre ce genre d'acte. Voilà pourquoi nous pensons qu'on doit établir toutes les responsabilités. Troisième objectif, c'est l'objectif d'ailleurs de la journée d'aujourd'hui, c'est la mobilisation de la solidarité nationale, d'abord pour soutenir les parents éprouvés, mais aussi pour alerter l'opinion internationale sur la folie qui s'empare du pouvoir de Brazzaville, qui ne recule devant rien. Ce qui expose tout le monde au Congo au même sort, et d'ailleurs, le procureur, toujours le sinistre M. Okongakala, a promis faire subir le même sort à tous ceux qui voudraient lever le doigt par rapport à ce drame. Chers compatriotes, je vais terminer par vous donner le programme de la journée que Sadio vous a déjà donné. Nous allons, à la fin de cette conférence de presse, engager une émission qui permettra de faire le tour de la question avec 3 tables rondes. Une table ronde sur les témoignages du terrain. Donc nous aurons les acteurs du terrain qui nous donneront la température à ce moment à Brazzaville. Nous aurons les analyses des compatriotes, les analyses politiques, je dis bien politiques, pas politiciennes, pour mettre en avant la responsabilité politique, pour mettre en avant qu'est-ce qu'il faut pour que demain nous ne retombions pas dans ce genre de travers. C'est dans ce sens-là que nous allons orienter la table ronde politique. La troisième table ronde, c'est la table ronde des droits de l'homme, pour voir qu'est-ce qui est envisageable et surtout faire le lien entre ce drame et les autres drames qui ont endeuillé le pays. Ça, c'est le programme de la journée. Après, et ce dernier mot, après cette journée, ça ne va pas s'arrêter à la journée. L'action Téléthon qui démarre aujourd'hui, sur laquelle nous reviendrons sur les détails, notamment c'est une participation en ligne de tous les Congolais, de tous les amis du Congo, partout où ils se trouvent, pour mettre dans la cagnotte ce qu'ils peuvent afin que demain nous puissions faire un geste à l'égard des parents éprouvés à Brazzaville. Je précise que ce geste-là ne viendra ni remplacer, ni concurrencer ce que l'État congolais doit aux parents victimes de ces actes. Donc c'est un geste symbolique de la communauté nationale pour que demain, pour la première fois dans l'histoire du Congo, on retienne que les Congolais ont été sensibles et ont posé un acte de solidarité avec les victimes de violences au Congo. Voilà le contenu de notre action. Donc, à partir d'aujourd'hui et dès demain, le Téléthon va continuer en ligne. Nous vous indiquerons les liens, les applications pour faire son don en ligne. Il y a plusieurs applications, il y en a au moins 2. Il y a une qui s'appelle PayPal, qui est une application de paiement avec sa carte bancaire en ligne, mais qui est discrète, c'est-à-dire celui qui soutient, on ne voit pas, puisque nous sommes dans des situations où aussi les gens craignent pour leur sécurité. Il y a l'application Litchi, je pense que ça s'appelle aussi. Celle-là a l'avantage, ceux qui ne craignent pas, puisque c'est aussi un acte citoyen, ceux qui ne craignent pas paieront par ce dispositif-là, mais d'autres peuvent voir. Ça permet aussi, en termes de transparence, on verra, le jour que nous allons clore cette souscription, notamment le 31 août, les uns les autres pourront voir ceux qui ont payé par Litchi, qui a donné quoi. Nous allons utiliser les deux
dispositif parce qu'il faut en même temps tenir compte de la volonté de nuisance du camp en face qui peut le mettre à quel gens parce qu'ils ont apporté leur soutien à cette démarche. Voilà, chers compatriotes, ce que je vous annonce aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je remercie en tout cas les compatriotes qui se sont engagés dans cette opération-là et qui ont décidé, qui ont promis que nous n'allons pas nous arrêter là et que nous allons engager ces opérations de soutien jusqu'au bout, y compris dans l'engagement des actions judiciaires par rapport aux responsabilités des uns et des autres. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre participation. Je souhaite la mobilisation la plus forte pour cette opération, je réinsiste, et espérons que ça aboutira à quelque chose. Espérons simplement qu'il y aura cette conscience-là nationale, que les Congolais du Nord comme du Sud se sont levés pour apporter leur soutien à des parents qui ont été éprouvés et qui habitent des quartiers nord de Brazzaville, qui sont des quartiers de Brazzaville, des quartiers du Congo, et nous sommes dans la même République que nous espérons unie et forte demain. Je vous remercie. Voilà. Après cette prise de parole de Jean-Noël Madera, je vais donner la parole à Marc Matoubo qui aura certainement quelque chose à dire sur l'aspect sociopolitique de ce drame de Chakona qui a vu la perte de vie de jeunes gens. Merci Sadio. D'abord, je tiens à remercier aussi notre compatriote, notre frère Jean-Noël qui a eu cette initiative de nous rassembler ici pour évoquer un drame qui est encore nouveau et qui est présent dans nos esprits. Bien sûr que, à plusieurs titres, je suis personnellement ému parce que je suis né le 23 juillet et ce 23 juillet, malheureusement, il y a eu ce drame. Comme dirait un écrivain pessimiste, c'est de l'inconvénient d'être né. Chiron disait de l'inconvénient d'être né. Parce que le premier cri que finalement le bébé Mapingu aura eu, c'était celui de dire « Ouais, je viens dans un monde où on vient de tuer et de supprimer la vie des jeunes gens qui n'ont que 15 ans, 16 ans, au maximum la trentaine. » Donc c'est une jeunesse qu'on a tuée, c'est une espérance qu'on a tuée. Bien sûr que ce que nous vivons est plus fort que nous, parce que au-delà de l'actualité, il y a un problème de fond qui est celui de notre attitude face à la mort. Et je crois que quelqu'un disait que le sang des innocents est indélébile. Donc tous ceux qui pensent qu'on peut passer très facilement sur le sang des autres, sur le sang d'une jeunesse, ils n'ont rien compris, ils ont tort parce que tous les jours, des Congolais du nord, du centre, de l'est et de l'ouest se disent qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans le pays. Effectivement, après ce 23 juillet, ce dramatique, tragique, nous avons eu, à travers une autre initiative qui a été celle de Pandi, de nous retrouver sur la place du Trocadéro avec symboliquement des croix qui symbolisaient le nombre de nos jeunes compatriotes, tout au moins ceux qui ont été énumérés, pour nous incliner devant leur mémoire et leur dire que le Congo est éternel, que le Congo reste ce pays que nous aimons tous, ce pays dans lequel on aurait souhaité voir des jeunes gens évoluer, grandir et qui ont été stoppés par la colère par l'irresponsabilité, la cruauté d'une horde d'irresponsables qui ne sont que des criminels, des assassins, comme nous savons. Alors, quelle lecture sociopolitique avoir dans tout ce qui se passe? Enfin, moi, personnellement, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que nous avons affaire à une classe politique qui a été façonnée par la violence
depuis très très longtemps. Et Sassou Nguesso en est un peu le chef de ces pratiques. Il a créé des personnages, et en même temps, il a créé aussi un système qui ne doit sa vie, qui ne doit sa survie que grâce à la violence, à l'intimidation, au crime, tout le reste. Donc, pour ceux qui observent l'histoire du Congo et la société congolaise politique, tout au moins, c'est pas un élément nouveau. C'est pas un élément nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le ciel congolais. Depuis les années 60, après les indépendances, on a vécu ça et de plus en plus, un régime est là et ce régime ne doit sa vie qu'à la violence. Parce que c'est un régime qui n'est pas démocratique, c'est un régime qui ne croit pas aux valeurs de liberté et c'est un régime qui nous conduit malheureusement tous les jours vers la décadence. Alors, que dire de... Oui, on nous a présenté cette histoire au départ, tout au moins pour rester dans l'actualité. On nous a fait comprendre qu'il y avait des bébés noirs. Après, quand on creuse, qu'est-ce que ça veut dire des bébés noirs? Bon, on se rend compte aussi, moi je pense personnellement que là aussi c'est une création du pouvoir. C'est-à-dire un pouvoir qui voyait les élections arriver, les élections de 2016, et qui se disait il fallait bien préparer des jeunes gens, les droguer, leur donner des armes, pour que, au cas où le pouvoir perdait pied, il fallait que ces jeunes gens dans les quartiers sèment la terreur et que l'on trouve, bien sûr, de quoi justifier le désordre. Je pense que les bébés noirs sont déjà cette création. Sauf que, malheureusement, pour ceux qui les ont créés, ces bébés noirs, comme d'ailleurs à l'époque ceux qui avaient créé les milices, s'étaient rendus compte que ces bébés noirs, n'ayant plus de quoi manger, n'ayant plus de quoi avoir dans leur poche et autres, ont commencé à se révolter souvent contre leur maître ou bien aller dans le sens que nous connaissons, c'est-à-dire s'aimer le désordre et ce désordre-là, ben, effectivement, justifie ce qui se passe aujourd'hui. Donc les bébés noirs, pour moi, s'il en existait, c'est une création du pouvoir. Mais le vrai problème, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le problème de la violence dans le pays. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui malheureusement n'est plus sécurisé. Et c'est ce que nous essayons de dire à tous les investisseurs que nous rencontrons ici. Le Congo n'est plus le Congo où les gens peuvent investir facilement et puis sécuriser leurs affaires. Ça, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on ne peut pas comprendre que 15 jeunes gens arrêtés dans un commissariat se retrouvent le lendemain tous éliminés, tous morts ou empoisonnés ou torturés. Et que le gouvernement, dans un premier temps, via le procureur général ou via le porte-parole du gouvernement, balbutie sur la version à donner. Et il fallait attendre que le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale, sans même avoir eu une espèce de discussion avec son collègue ministre sur comment on appelle ça, sur les éléments de langage, puisse pratiquement venir exposer le porte-parole du gouvernement, cette fois avec une autre version. Donc on est dans un pays où on ne sait pas qui gouverne, on ne sait pas qui dit la vérité, on ne sait pas... voilà, on est donc là, on ne sait pas... un matin, on vous dit... il y a telle version, et puis après, c'est un autre. Le pays est dans cette situation-là. C'est un pays qui n'est plus gouverné. Et donc, c'est un pays où des gens sérieux doivent continuer à se battre pour que la liberté revienne et surtout pour que nous construisons un état de droit. C'est ce qui explique notre combat depuis toujours. C'est ce combat de la liberté, c'est ce combat de la justice. On ne peut pas
éternellement voir des jeunes gens mourir sans dire un mot, et puis que ça se passe comme ça, comme un courrier à la poste. Donc voilà, moi je vais conclure en disant, nous sommes malheureux d'appartenir à un pays un pays sans règles finalement, un pays sans loi, un pays où un chef d'État de fait est incapable de venir, ne fût-ce que s'incliner devant les morts avec un discours ne fût-ce que compatissant. Ça, c'est difficile à penser que ce pays est encore dirigé. On aurait souhaité voir M. Sassou, qui prétend diriger ce pays, qui prétend être le responsable de la sécurité de tous les Congolais, venir ne fût-ce qu'à une veillée, ou bien avoir une parole politique, en disant tout simplement nous déplorons ce qui s'est passé. Rien ne se dit, rien ne se fait. Alors c'est ce qui explique un peu ce combat. Je crois que nous n'avons pas, il ne faut pas avoir honte, on n'a rien à justifier. Ce sont des morts. Ces morts sont en plus nos compatriotes, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères, ce sont nos petits cousins, ce sont des jeunes gens qui devaient, à mon avis, demain assumer la relève. Et nous n'avons pas honte aujourd'hui, et il n'y a pas de récupération. Ceux qui disent qu'il y a une récupération politique, ce sont eux qui veulent trouver des arguments pour nous empêcher de parler et pour nous empêcher de pleurer ces morts-là. Nous avons le devoir d'être solidaires. Et encore une fois, je vais dans le sens de Jean Noël, qui disait tout à l'heure qu'il faudrait que nous nous battions pour que chacun apporte ce qu'il doit apporter pour que ces compatriotes-là, même là où ils sont, nous croyons en force de l'esprit, là où ils sont, ils se disent nous n'avons pas été oubliés. Alors voilà pourquoi on a demandé à chacun d'apporter quelque chose, 1 franc, 2 francs, pour que demain leurs obsèques soient bien faites, bien organisées, et que aussi les familles comprennent que ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en exil, on est loin du pays, mais le pays est dans nos cœurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, la parole va être donnée à quelqu'un qui, depuis le début de cet événement, s'est calé dans le faisceau du droit. Guy Mafina. Calé dans le faisceau du droit, je ne veux pas m'avancer sur ce terrain. Je ne suis pas un spécialiste. Oui, bien sûr. Je tiens d'abord à remercier effectivement Jean-Noël Mabiala pour cette initiative. Et à travers cela, je tenais... ensemble, non oui, bon, je n'ai que... C'est pas un secret. C'est bon, voilà. Vraiment, c'est d'abord l'idée venue de toi en tout cas. Et à travers cela, je voudrais aussi souligner en fait pourquoi on est là. On est là et je crois que c'est ce que moi j'appelle la conscience citoyenne. Et Sadio l'a dit tout à l'heure. J'étais tranquillement en train de tenter de me reposer quelque part dans l'ouest de la France. Un matin, lorsque je suis tombé sur cette information à travers un certain nombre de sources, et c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à la diaspora que cette affaire n'a pas été étouffée. Raison pour laquelle on revient un peu à la case départ à travers cette conférence de presse. C'est-à-dire que le travail que nous avons réussi à faire pour faire en sorte que cette affaire ne soit pas étouffée, pour faire en sorte que, comme l'a dit Jean-Noël, que cette affaire, cet énième crime, ne soit pas un énième crime qui, ce qui est aujourd'hui, le Congo, c'est cela. On a banalisé la mort, le crime au Congo. La vie humaine n'est plus sacrée chez nous. Et cette conférence de presse va tenter en fait de réveiller les uns et les autres, nous en tant que Congolais, en tant qu'humains, ne serait-ce qu'en tant qu'humains, pour dire, mais qui sommes-nous en fait? Comment pouvons-nous laisser
le crime, la mort se banalisait à ce point dans notre pays. D'autant plus qu'au Congo, on le sait, les gens vivent dans un état de siège depuis quasiment 2015, dans une terreur permanente, dans un état de siège. Donc c'est de notre côté, du côté de la diaspora, du côté des Congolais de la diaspora, que nous pouvons dire stop. Et nous pouvons créer les conditions. Activer un certain nombre de leviers pour mettre en fait un terme à ce que moi j'appelle, et c'est Madame Mounari qui avait trouvé l'expression, une organisation criminelle qui a pris en otage tout un pays. Et aujourd'hui, à travers ce drame, c'est en fait le noyau dur du régime. C'est Andrea qui avait eu l'expression, une espèce comme ça de brigade du crime autour du Conseil national de la sécurité de M. Jean-Dominique Okemba, qui peut faire tout et n'importe quoi sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, une fois que j'ai dit ça, je tiens aussi à remercier le docteur Pondy Michel, qui toujours de là où j'étais, a eu cet état d'esprit de se dire et a appelé cet nombre de compatriotes pour dire, posons l'acte, même à titre symbolique, pour dire, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est pas parce que c'est le premier acte, non. Parce que là, je vais basculer là-dessus, pour démontrer que on est arrivé à une espèce de comment je peux dire ça, de méthodologie scientifique du crime. Je vais dire un mot par rapport à cela. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce crime a trois motivations. Une motivation politique, une motivation, on va dire, Marc Mapingo l'a dit tout à l'heure, une motivation qui consiste à donner la possibilité aux criminels du régime, les lieutenants des crimes du régime, de se faire du pognon. Je vais y revenir. Et la troisième motivation, c'est des crimes routiers. Je vais vous le démontrer. Première motivation est politique. Pourquoi? Le pays est pris en otage par une organisation criminelle. Et tous les 2 jours, M. Sassou Nguesso et ses amis voient un coup d'État de partout. Parmi ici, nous, il y en a beaucoup qui ont été cités d'ailleurs dans les prétendus coups d'État. Ce qui fait qu'à Brazzaville, j'ai laissé cette ambiance, cette atmosphère. Il y a chaque soir des patrouilles. Chaque soir des patrouilles. Lorsqu'il y a un signalement d'un coup d'État par le Conseil national de la sécurité que dirige M. Jean-Dominique Okemba, donc, qui est présidé par lui-même Sassou Nguesso, automatiquement les patrouilles se mettent en branle et on rafle. Le mot c'est cela, on rafle des jeux. Et là, en l'occurrence, il fallait rafler des Centrafricains et des Tchadiens pour un prétendu coup d'État de M. Nyangambwala le 15 août. Voilà. Donc, le commissariat central de Kibeliba, dirigé par un certain colonel Évariste, un homme de main de M. Ndengue, avec l'ancien aide de camp de M. Ndengue, le lieutenant Sabin, avait pour mission de rafler des Centrafricains et des Tchadiens. Première motivation. Deuxième motivation, eux ils savent, lorsqu'ils vont à une patrouille, eux ils appellent ça, il faut créer. Ndengue dit, il faut créer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, vous passez devant les villas, vous avez la chance de tomber sur un jeune qui a un parent qui est relativement riche, vous le prenez, vous l'amenez dans un commissariat, le lendemain matin, il viendra payer 610, 25 000 pour chaque tête, il se retrouve à 250 000 francs. Et le commissaire central va prendre 100 000 et il va donner le reste aux autres. Et troisième motivation, c'est le crime rituel. Le crime rituel, ce que je dis là, on va me dire, mais monsieur Mafim est devenu fou, mais on a assisté à ça. On a assisté à ça. Sadio se souvient très certainement de l'affaire Mao. On a balancé dans les vidéos dernièrement, mais nous avons vécu ça. Mao, c'est un jeune amputé qui traînait au centre-ville, lui-même dengue en personne, parce que ce jour-là, il avait envie de faire la peau à un certain nombre de gars pour leur crime rituel. À l'époque, c'était à Wende Mandanza. Après Mao, Mao a été torturé, tué, et le corps a été découvert, quasiment amputé d'un certain nombre, émasculé, amputé d'un certain nombre d'organes.
Et c'est monnaie courante à Brazzaville. Mais comme c'est de manière individuelle, les parents sont terrorisés, personne n'a pu aller se plaindre. Ça, Dieu se souvient. Lorsque nous nous sommes mêlés avec les gens de Joe et Bina dans cette affaire, ils sont partis voir les parents pour leur dire, ne vous mêlez pas. Demandez à ces gens de ne pas se mêler de cette affaire. Parce qu'on va vous donner de l'argent, parce que ça va être une interprétation politique ou politicienne. Donc voilà les trois motivations qui a prévalu dans ce crime, dans ce massacre de masse, crime prémédité, et où Ampila, à Chakona, 5 minutes en marchant de la résidence de Mpila de M. Sassou Nguesso. C'est-à-dire que de la résidence de Sassou Nguesso, quand tu cries fort, quelqu'un qui est à Chakona t'écoute. Et tout ce secteur est sécurisé, parce qu'il y a des dignitaires dans le secteur. Il y a mon grand frère, comment il s'appelle, celui qui est à la chambre de commerce de Brazzaville, Obambi. Obambi habite à 2 pas du commissariat de Chakona. Il y a aussi Valence, il y a des dignitaires dans le secteur. Donc, ceux qui ont assisté ou qui ont entendu les enfants crier, je terminerai sur le monde opératoire, parce que nous avons commencé à avoir un certain nombre d'éléments sur ce qui s'est passé exactement. On a raflé des jeunes, on les a amenés dans ce qu'on appelle le commissariat central, parce qu'à Brazzaville, il y a au moins 5 ou 6 commissariats centraux maintenant, dirigés par Ivaï. Ils étaient au moins 22, sinon plus. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des disparus. Les Tchadiens et les Centrafricains, personne ne sait où ils sont partis. Mais qui va aller déclarer pour les fameux Centrafricains ou les Tchadiens? Personne. Ils étaient des réfugiés. Et sur les 22 Congolais, il y a 17 normalement qui ont été emmenés à Chakota. Comment on peut partir d'un commissariat central où, généralement, les conditions sont réunies parce que c'est grand, d'un commissariat central à un commissariat, ils appellent ça le CPQ, le commissariat de police de quartier. C'est pas un commissariat, c'est un petit truc, je crois, de 20 mètres carrés. C'est souvent des maisons qu'on loue à un particulier. C'est le cas à Chakona. Je connais ce commissariat de Chakona. On va amener les 17 à Chakona. Mais avant, ces enfants ont été torturés. Il y a 2 versions. Il y en a qui vous disent, non, Sabin, soi-disant, il a perdu un membre de sa famille au cours d'une histoire des bébés noirs. Bébé noir, je crois, Marc Mapinga tout dit. Bébé noir, c'est une création de Ndengue pour nous traquer. Moi-même, j'ai été victime j'ai failli être victime des bébés noirs. Mais j'ai été déjà victime parce que j'ai été visité chez moi, à Poto-Poto. Donc, ça n'a rien à voir avec les histoires des bébés noirs, parce que même lorsque Thierry Mungala parle ou bien cite un nom de soi-disant une victime de bébé noir, personne n'a vu cette victime-là, ni d'Adon ni d'Ief. Donc, ces jeunes sont torturés au commissariat central de Kibeliba pour des raisons inconnues. Il y a 3 des jeunes qui ont vu la vie sauve parce que le responsable du quartier, un vieux, a eu l'information, est venu les extraire. Et les autres, les 17, sont ramenés à Chakona, torturés de la manière la plus abominable. On les a ramenés à Chakona, déjà très affaiblis. Et lorsqu'on les ramène à Chakona, le fameux adjudant de Chakona, parce que ce n'est pas un lieutenant, c'est un adjudant, qui est surpris d'avoir autant de noms pour la première fois. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas les gérer. Il les met dans une cellule qui ne peut pas contenir même 10 personnes. Déjà très mal en point. Et à force de gueuler et tout, de crier, les informations précises que nous avons, ils sont arrivés avec un gaz qu'ils ont balancé dans cette cellule exiguë. D'autres qui ont résisté ont été abattus froidement parce que le corps d'un neveu lointain, le neveu de Maître Ban, quand ils sont partis découvrir le corps, ils ont vu des impacts de balles.
est plus grave. Dans ce genre de commissariat de quartier, de garde, il devrait être 3 ou 4 maximum de policiers, pas plus. Un des policiers, parce que lorsqu'ils ont compris que les petits étaient morts, il y a des petits, il y a des jeunes qu'on avait déjà basculés, balancés au fleuve. D'autres parlent de l'Efini, d'autres parlent au niveau du fleuve Congo, mais je pense plutôt à l'Efini. C'est un des policiers, c'est comme ça que nous avons eu des informations, qui ne pouvait pas supporter un tel spectacle, qui a fuité en fait le crime. C'est comme ça que ce crime est arrivé à nos oreilles. Et bien entendu, le matin, lorsque ça fuitait, les parents, quand ils viennent, c'est là où on leur présente les 13 corps. Et on fait une ceinture pour que personne n'accède au corps. On disperse les corps à Makele-Kele et machin quoi. Personne ne donne l'information. Voilà comment les choses se sont passées au détail près. Et une fois que l'information a fuité, avec les réseaux sociaux, le travail de battage que tous nous avons eu à faire, Thierry Mungala et son ami Okongakala, mais ce n'est pas de leur fait. Les instructions sont parties de haut pour dire, voilà la version qu'il faut donner. Lorsque nous avons donné la contre-version, ils ont paniqué, et jusqu'à ce que les ONG prennent le relais pour que les choses avancent. Je terminais tout simplement pour dire ceci. Nous avons réussi cette bataille-là. L'affaire n'a pas étouffé. Nous avons réussi à faire en sorte que les parents de victimes sortent de leur torpeur. Nous avons réussi à faire en sorte qu'il y ait des relais à l'intérieur du Congo, parce qu'il y a un collectif de familles de victimes qui refusent de laisser tomber cette affaire. La troisième bataille, effectivement, c'est l'élan de solidarité pour marquer cela auprès de ses parents, pour leur dire que nous sommes décidés à faire en sorte que ça ne doit pas être le crime ce crime de trop ne doit pas être une espèce de dire nous avons baissé les bras parce que nous sommes 10 ou 15 seulement à continuer le combat. Mais surtout, je pense, lorsque je vois ce que les gens ne se rendent pas compte, le monde a évolué. Et lorsque je vois la faiblesse de ce régime, l'image qu'a ce régime, nous pouvons faire en sorte que on puisse neutraliser le noyau dur de ce régime-là. Le noyau dur de ce régime-là, c'est ce cercle-là autour de Jean-Dominique Okemba, Ndenge et autres. Jean-Dominique Okemba se balade ici à Paris tous les jours. À travers ce crime, on peut mettre ce monsieur hors d'état de nuire. Je dis juridiquement parlant. Vous avez ce type-là, juridiquement parlant, hors d'état de nuire, c'est ce régime-là qui tombe parce qu'il ne tient que de cela. Sassou ne peut pas parler parce qu'il est tenu par Jean-Dominique Okemba. Voilà à peu près ce que je voulais donner comme premier élément d'appréciation à mon niveau sur ce drame. Voilà, merci beaucoup, merci à Guy. Normalement, il est l'heure où on devrait passer à la deuxième étape des activités de cette journée. Nous avons donc, on va prendre 30 minutes pour questions-réponses. Hein. Tout le monde est journaliste, donc chacun peut se poser ses questions. Ou bien encore des contributions. Hein. Ou des pas, contributions. Je pense pas. C'est plutôt des contributions. On veut créer une dynamique et je pense que voilà. pour créer une dynamique, c'est des contributions. Voilà. Vous vous présentez Oui, merci, chers compatriotes. Je vais d'abord vous remercier de nous avoir appelés, de nous avoir invités à participer à, entre guillemets, cette conférence. Sinon, bon, je pense que ça pourrait être un briefing de l'État criminogène du pouvoir. Mais bon, cela étant, la partie introductive, c'est bien, vous avez parlé, j'ai vu, vous avez cité les noms, mais je pense que pour moi, c'est un bémol de faire les choses aussi comme ça. C'est bien l'idée parce qu'on partage toute l'idée. Le pays, on sent que ce monsieur, je crois que ces crimes ne vont que crescendo. Il n'est pas à son premier coup d'essai, il a tué sur toutes les formes. Nous le savons. Il a par des airs, par l'eau, par tout. Là, il est en train d'expérimenter les gaz. Bon, tout ça, c'est devant nous, nous savons tous. Mais la place de Paris, il y a des individualités, il y a des associations, il y a tout, mais quand il y a des initiatives comme ça, il faut généralement aussi associer
les plateformes qui sont là. Parce que comme vous avez cité, même les remerciements, il n'y a même pas les assises. Donc vous auscultez, c'est comme s'il y a des actions qui ne sont faites qu'un côté. Cette façon de faire n'est pas bonne. Ça, c'est le premier point. Parce que tout le monde, on parle même aux assises, les gens en parlent, hein, les gens discutent, ben, les initiatives, se verraient peut-être si c'est au plus rapide ou bien au plus... Non, les idées doivent converger, comme on a toujours dit, la synergie qu'on cherche, c'est aussi des petites failles comme ça. Ne pas associer les autres, ne fût-ce que, bon, citer, ça ne coûte rien. Même au niveau des remerciements, j'ai vu, on a cité les noms, mais est-ce qu'on a besoin toujours de remercier les mêmes? Je pense que c'est l'autosatisfaction. Or, c'est pas bien. On va remercier les gens quand le régime tombera. Mais tant qu'on est là, on s'auto-satisfait, on se dit, ah ouais, on a fait une bonne action, tout ça. C'est des choses, je trouve que c'est des moments, c'est dans une action franche, sincère, sans arrière-pensée. On lutte pour le pays. Vraiment, moi, je m'attends à rien. Je sais que la situation est grave. Moi, j'ai étudié. Nous sommes tous restés, on a vu. Ici, on fait le petit boulot. Et il y a eu 2 jeunes que vous avez cité peut-être un. Pourquoi nous, là aussi, on peut citer lesquels on fait. On a mis ces jeunes-là en exergue parce que c'est pas, vous avez utilisé, vous aimez le mot tuer, mais c'est des massacres. Le jeune de Dolisie Loïc, là, il a été massacré. Tuer encore, c'est gentil. Même si, bon, la finalité, c'est mourir. Mais massacrer, on voit la haine, la rage. C'est ce qui s'est passé pour Loïc, raison pour laquelle on a pris ces petits comme des symboles, les bateaux-là. On a pris la force, mais ils sont nombreux. Mais bon, comme dans toute lutte, il faut quand même... Mais on était les plus avec les Donalds. C'est pour ça les noms de ceux, sinon, ça serait des enfants qu'on ne connaissait pas. Mais c'est tout le reste, bon. On est tous partants. Je pense que c'est bien, c'est vrai, excusez peut-être pour le retard, les gens ont plein de choses à faire, qui sont en vacances. Il y en a bon, qui travaillent, ainsi de suite. Donc, le problème, c'est chercher l'efficacité. On est tous au courant par les réseaux sociaux, donc on prend les initiatives et puis on va continuer les choses. C'est tout ce que j'avais à dire. Banou, Jean-Paul Banou. Un élément de réponse peut-être court, rapide. Oui, mais on va prendre quelques personnes pour en parler parce qu'on a moins de 30 minutes. Hein, C'est court. Voilà. Jean-Paul Banou. Je vois dans la salle, d'habitude ce cas est relayé également par un certain nombre d'ONG, dites des droits de l'homme, qui ont été extrêmement actives politiquement hein, dans d'autres situations, beaucoup moins graves que celle-là d'ailleurs. Hein, ils cherchaient vraiment. Et là, ce n'est pas la première fois, je m'étonne que dans le cas du Congo-Brazzaville, ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup les ONG. Est-ce que les ONG de droits de l'homme, est-ce que vous avez contacté? Est-ce qu'il y a eu des réponses? Est-ce qu'il y a eu des relais? Voilà ma question. Oui. Siamakoso. Non, déjà les réponses. Alexis Miaïkou. Merci pour l'occasion. Je voudrais dire, d'ailleurs, je me réjouis que cette initiative permette une fois de plus de réévoquer la violence telle qu'elle se déroule au Congo. Il y a 2 mots importants qui ont été prononcés dans vos présentations. Le mot de rafle. C'est un mot qui rappelle les rafles nazis, les rafles des enfants, ou les rafles encore des enfants palestiniens quand ça arrive. Et le mot gazage, l'information sur le gaz. Vous voyez, ça cumule 2 choses qui ont attiré énormément mon attention. Alors, cependant, je voulais dire qu'au Congo, on célèbre l'impunité. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, je remercie Guy, je remercie Marc et Jean-Noël d'avoir précisé que l'événement de Chakounen nous donne l'occasion de jeter un phare sur l'organisation réelle de ce pouvoir, d'où la nécessité de bien distinguer l'histoire des bébés noirs avec des jeunes innocents morts à Chakounen. C'est très important de se saisir de ce débat, de cette problématique pour dénoncer la structuration de la violence, comment elle a été formée. Alors vous avez un autre problème, c'est que les crimes au Congo, il y a un problème quand même moi qui m'interpelle,
entre 1960 et 1992, c'était des crimes ciblés. On tuait l'élite. On tuait un à un les hommes qui étaient certainement les meilleurs de leur génération ou qui osaient lever la tête. Il n'y avait pas des razzias dans les campagnes, il n'y avait pas. La seule chose qui va être à peu près le premier ballon d'essai de Sassou pour quitter les crimes ciblés, où il va déjà tester l'efficacité des crimes de masse, c'est Owando. Il a affaire, il veut prendre Pierre Anga, mais n'hésite pas de massacrer tout autour. Et je crois qu'il a tiré les leçons de cela comme une méthode. Il a formalisé une nouvelle méthode. À tel point qu'à partir de 92, singulièrement, commencent les crimes de masse. Vous voyez, l'épisode 93-94 le montre, puisque d'aucuns parlent, on peut en parler, Kiata et autres, on le voit, à moindre échelle, peut-être avec une organisation qui n'est pas aussi systématique. Mais à partir de 97, chez Sassou, c'est systématisé. Les crimes de masse deviennent l'outil majeur. Ce qu'il fait désormais, c'est quoi? Frapper. Il ne touche plus tellement les leaders, les têtes, comme dans les périodes précédentes. Dans les périodes précédentes, on tuait les chefs. Il tuait, empoisonnait les chefs. Mais il commence à appliquer une méthode crime de masse, très bien vue avec l'affaire du Beach. Ensuite, dans le pool, entre-temps, on a bien vu que ça a failli être le cas de la cuvette ouest avec les revendications post-électorales. Et Chacona rentre dans ce cycle d'expérimentation, en fait, de méthode, une méthode expérimentée, et désormais, qui est la méthode d'action du gouvernement. Alors, quelle question poser, en fait? Moi, sincèrement, la solidarité, la meilleure serait celle qui exprime la colère contre cela, mais qui pousse vers la recherche de la vérité et de la justice. Par contre, la recherche de la vérité, on peut tomber dans un piège si on va désormais aller chercher le dernier des coupables parmi les policiers. On le sait, c'est un système qui est fondé sur les donneurs d'ordre. Les exécutants, après, il faut les laisser. Ça ne sert à rien de monter tout un dossier autour de qui a fait quoi. Sinon, on risque de satisfaire la stratégie du pouvoir, c'est-à-dire que le problème quitte la sphère de la décision politique qui a été prise pour rentrer dans les miasmes des responsabilités individuelles, des fautes professionnelles des policiers. Je pense que c'est une erreur. On ne devrait pas aller dans ce sens. C'est un problème qui concerne, naturellement, qui concerne aujourd'hui la nature d'un pouvoir. On sait qu'il y a des commanditaires. Le silence traduit de fait, de facto, l'origine du problème. Parce que sinon, vous vous doutez bien que le lendemain, Ndenge aurait fait exécuter ceux qui auraient commis ce genre de gaffe. Mais qu'il n'y ait rien, je pense que le problème n'est pas là. Et que faire? Je voudrais rappeler que le 13 décembre, nous nous sommes retrouvés dans une action, une table ronde sur les droits humains, à l'occasion de laquelle, d'ailleurs, nombreux d'entre nous sont partie prenante de cela. Un groupe de contact droits humains des Congolais était né, avec une méthodologie de travail probablement pas très populiste, simplement parce que par la nature des affaires à traiter. J'étais content parce que les avocats, par exemple, de M. Okomi, de notre frère Okomi, étaient là, Mme Abitbol, et M. Abitbol et Mme Lebenienne, ils étaient là. D'autres, Patrick Baudouin, patron de président d'honneur de la FDH, étaient là. Pasteur de Clermont, tournant la page, tout ce qu'il y a de bien dans ce domaine des droits humains. On avait décidé le 13 décembre. On avait travaillé avant. Parce qu'on savait que ça forme beaucoup et qu'il bloque tout ce qui veut croître dans ce domaine-là est bloqué par les mécanismes qui existent et c'est clair. On avait travaillé un peu avant, en sous-train, les contacts étaient pris. Une mission était prête à débarquer à Brazzaville, l'une des députés européens
accompagné de la FDH, de l'Amnesty International. On n'a pas été surpris, parce qu'on avait des informations. Lorsque, dans son réseau, on a vu que ça pouvait prendre une grande ampleur, parce que là, il ne pouvait plus bloquer cela, tout de suite, on avait été informé des dispositions, de direction. Affaire du pool, signez vos contrats déjà avec un groupe. Signez n'importe quoi, ça va bloquer toute velléité internationale de venir au Congo. Affaire des prisonniers, détenus arbitraires, lancer des procès. Et nous, on n'a pas été surpris que, dans son discours, ils prennent d'abord qu'ils signent l'accord avec Toumi, en acceptant n'importe quoi là-dedans, et en sachant qu'il ne va pas le faire, mais pour faire passer le mauvais vent qui commence à venir. Donc, on va revenir dans les débats, mais je finis, on va revenir dans les débats sur ça. Je considère que là aussi, nous aurons à faire attention à cela pour que les portes ne se ferment pas très vite. Hein, mais politiquement, nous devons agir politiquement, judiciairement, que les portes ne se ferment pas. L'inconvénient que nous avons dans notre communauté congolaise, et nous on l'a subi jusqu'aujourd'hui, la seule organisation plus ou moins apte à rester en justice actuellement avec les changements des lois françaises, la seule qui réunit un peu les conditions, c'est la PCCI de Tourcoing. Mais en fait, la vérité c'est que nous ne pouvons pas faire des actions judiciaires ici. Aucune association congolaise n'est aujourd'hui en capacité de, simplement parce qu'il n'y a aucune qui est conforme à la loi française en termes de fonctionnement des 3 dernières années. Donc j'en finis. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème, ce qui nous oblige de travailler avec les partenaires, Amnesty et autres. Mais il faut que la plainte soit congolaise à la base. Donc réfléchissons comment on fait. Merci. Je vais donner quelques éléments de réponse avant de continuer. Alors, je donne quelques éléments, Marc, Guy compléteront. Très bien la dernière réaction d'Alexis, parce que ça répond à la question de notre ami tout à l'heure par rapport aux organisations des droits de l'homme. Ont-ils été associés, ont-ils été contactés, pourquoi il n'y en a pas ici? C'est vrai que nous, personnellement, dans l'initiative d'aujourd'hui, on n'a pas pu couvrir tous les acteurs qu'on aurait pu amener ici. Le but pour nous, c'est déjà que les Congolais, les différents acteurs congolais se retrouvent et fassent connaissance et articulent les différentes initiatives. Nous connaissions le travail d'Alexis avec Benjamin Tungamani et d'autres par rapport à la rencontre du 13 décembre. Nous savions, nous étions, beaucoup y ont participé. Je voulais seulement, et c'est le point de la deuxième partie, c'est les différentes tables rondes qu'on fera. On reviendra sur ces éléments-là pour voir qu'est-ce qui se fait déjà et 2 éléments importants. Comment articuler ce qui se fait déjà? Et surtout, moi j'ai eu Maître Massengo Thiassé encore à déjeuner aujourd'hui. Il a dit, attention de mettre toujours sur la table tout ce qu'on envisage de faire, ce n'est pas la bonne méthode. Donc sur la table ronde, on reviendra sur les acteurs qui existent et les mettre en contact. Premier élément. Deuxième élément, par rapport à notamment la question sur la question sur les remerciements, elle est simple et rapide. On ne pouvait pas citer tout le monde, c'est évident, mais je l'ai dit dès le départ, et c'est, pour ma part, on a organisé pas mal de choses. C'est la première fois qu'on a eu, c'est aussi la cause, je pense, c'est la première fois qu'on a eu personnellement, j'ai appelé plus d'une 50aine de personnes, rien qu'en France. Tout le monde a été contacté, tout le monde a répondu oui, mais dans les remerciements, évidemment, je ne pouvais pas citer tout le monde. Les assises, évidemment, je les ai contactés tous, et les assises là sont dans la salle. Antoine Page est là, mon frère Ndoba est là, j'ai eu Mawawa qui s'est excusé, qui n'a pas pu venir, j'ai eu Antime Baïmina, que je n'avais jamais téléphoné avant, qui m'a envoyé un message en disant « je suis désolé, je ne peux pas venir ». Donc en tout cas, on a peut-être évidemment... Non, je parle en termes de structure. Ça, c'est des individus. Oui, mais les assises, c'est une structure. Oui. Non, les assises, c'est une structure. On va pas citer les individus. Oui, non, mais les individus qu'on a cités sont derrière, il y a des structures derrière. Quand je cite Tungamani, en remerciant Tungamani, il a une structure. Et justement, ce que dit Alexis, je pensais à l'initiative de décembre. Donc, moi, j'en profite pour dire que Benjamin a demandé qu'on l'excuse, il n'a pas pu venir, mais le fait justement qu'Alexis soit là, c'est relayé. Alors, je termine par... je vous redonne la parole. Réagir, j'ai entendu votre discours, mais ce que j'ai dit, ce n'est pas très innocent parce que je traite depuis... J'ai des fois comparé entre différents pays l'action, si vous voulez, de ces ONG qui parlent des droits de l'homme. Or, le Congo-Kinshasa, pas le Congo-Brazzaville, j'ai fait un lapsus, le Congo-Brazzaville, le Tchad et le Togo
sont 2-3 pays où des choses se passent plus dramatiques qu'ailleurs et, bizarrement, les ONG en parlent moins. Et même, à un moment donné, j'ai insisté, parce que je fais partie de ces réseaux-là, et on me dit, mais on n'aboutira pas. C'est-à-dire qu'on va faire des efforts et ça n'aboutirait pas. Je pense, c'est pour ça que vous avez parlé tout à l'heure de politique ou pas de politique. Il faut sortir peut-être des jeux des partis politiques, mais quand même, c'est quand même probablement quand même un problème politique beaucoup plus grave qui fait que sur certains pays on en parle, sur certains on n'en parle pas. Et ça, pour sortir, il faut bien les analyser dans la communauté. En eux, de s'interroger et éventuellement d'aller un peu plus loin qu'ils ne le font d'habitude. Voilà pourquoi j'avais posé cette question, peut-être un peu simple, mais qui derrière était... Non, elle n'est pas aussi simple que ça, puisque ça pose le problème à la fois des organisations des droits de l'homme, à la fois des institutions internationales qui ont vocation à... Et on a toujours évoqué la question de la presse. Donc c'est plus ou moins la même dynamique, c'est-à-dire pourquoi on ferme les yeux sur certaines crises dans certains pays et pourquoi on mobilise beaucoup plus sur d'autres. Donc elle n'est pas innocente, votre question. Non, à ce sujet, effectivement, quelque chose de concret, monsieur a parfaitement raison. Il y a des crimes plus horribles qui se passent au Congo, mais je prends le cas de la presse. Sur ce cas précis, il y a un correspondant RFI au Congo, monsieur Martial Mo. Il est à Brazzaville. Croyez-moi, il m'appelle moi, il y a des gens ici dans la salle qui le savent, il m'appelle moi pour lui donner des informations alors qu'il est à Brazzaville. Et il publie un truc, parce qu'aujourd'hui, un crime comme celui-là, on a vu l'affaire Benalla, là, une juste gifle, ça devient une affaire d'État. Parce que la presse a travaillé là-dessus. On peut avancer comme tout argument, nous sommes en vacances, ce n'est pas le cas. Le problème du Congo, si vraiment la presse voulait en parler, mais ça devait être une affaire où automatiquement. Donc, le cas de RFI était... Nous avons eu des problèmes avec la rédaction de RFI. Parce que ce monsieur balance un article où il reprend la version du pouvoir. Et nous, on fait un contre-article qu'on balance partout jusqu'à ce que, lorsque ça tombe dans la rédaction de RFI, il y a eu un échange vraiment discourtois entre un jeune frère à nous, M. André Ngombe, et la rédaction de RFI pour leur dire, mais vous n'êtes pas sérieux. Et avec les gars de l'AFP qui a co-signé cet article pour dire comment vous pouvez relayer la version du pouvoir sans avoir pris soin d'aller écouter la version des parents des victimes ou des ONG. Et ils ont fait un rétro-pédalage, mais le mal est fait, parce que les gens retiennent la première réaction d'une presse pas la moindre, qui est RFI. Et là, vous verrez, il y a toujours des ramifications politiques, on met le gouvernement. Voilà. Je vois sur la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de choses de dites. Les gens ont lutté, et maintenant, vous verrez que tout le monde va se rappeler de faits ignobles, et la presse ne dit pas qu'elle a attribué à un camp les crimes qui passaient de l'autre côté, hein, quasiment. Et les choses, il y a beaucoup dans la population française, il y a au moins un Français sur deux qui ne croit plus à ce que disent, au moins pour ce qui est de l'international. Hein. À l'intérieur, ça marche peut-être à peu près. Pour ce qui est de l'extérieur, il y a des gens qui ne croient pas. On parle de complotisme, mais c'est ce qui est le résultat de ces manquements qui ont été des mensonges à un moment donné. Pour le Congo Brazzaville, c'est plutôt le silence ou des contre-vérités. Mais il n'y a pas eu de TF1, enfin, le 20h après tes constructeurs, etc. Mais peut-être que ça peut se faire, parce qu'il y a des fois où ça peut marcher sur des cas présents. Je me rappelle la première fois où les journalistes ont réussi à contourner. C'était à l'époque que Sarkozy avait dit pas d'histoire, etc. Il y a eu un gros livre qui a été créé par les gens de l'université d'Antalya. Le Monde, journal bien connu, a refusé d'en parler. Il a même fait une critique. Non, il a fait une critique et il n'a pas donné le droit de réponse. Il y a eu dans les réseaux, ça a tourné, ils ont été obligés. Bien sûr. Et ça veut dire que quelque part, c'est un peu le drame de la diaspora, c'est une organisation effective de la diaspora peut faire tourner dans les réseaux suffisamment d'informations, parce que maintenant ça existe, de façon à ce que les médias du pouvoir, on dira,
Sasso ou du Monde, c'est à peu près les mêmes, soient obligés d'en parler à la fin. C'est à la population de forcer un peu ces systèmes-là. Voilà, c'est pour ça que je disais, il y a une notion politique derrière, qui n'est pas politicienne, mais qui est de nature politique, très liée au contrat, et on pourra en discuter longtemps. Et pour ajouter à ce que vous avez dit, si on travaille bien, effectivement, on peut y réussir, on peut y parvenir, parce que nous avons un député français, en l'occurrence M. Louis Alliot, qui a été informé par les réseaux sociaux. Et il a tweeté sur ce cas et il a interpellé le ministre des Affaires étrangères français. Donc si effectivement on s'organise mieux, on fonctionne. On a une arme redoutable qui s'appelle les réseaux sociaux, on peut y parvenir. En tout cas, le principe de la rencontre d'aujourd'hui, c'est pour continuer dans ce sens-là, réunir les différentes initiatives, pas pour fusionner quoi que ce soit, c'est faire en sorte qu'au sortir d'ici, avec le prétexte justement de cette cause-là, on reprenne tous les dossiers, tous les crimes, et on mette en quelque sorte des groupes, on rejoigne les groupes qui existent déjà. Voilà en gros ce qu'on souhaite au sortir d'ici, pour qu'il y ait une continuité et qu'il y ait un suivi dans les actions jusqu'au bout. Peut-être quelque chose à ajouter. Voilà, nous avons donc encore 2 petites minutes avant la fin de ce panel pour continuer. Okay. On va peut-être reprendre d'autres questions si. Alors, en 1 interventions. minute, Antoine. questions et réponses, Antoine Page, en 1 minute, en 2 minutes, on devrait pouvoir trouver. C'est pas. Bonjour à tout le monde. C'est pas une question, peut-être une contribution, et encore. Je voulais juste dire que l'espace de concertation qui a été mis en place le 17 juin à Paris et qui en fait devrait être interpellé par ce genre de situation. Si on l'a mis en place, c'est pour cela. J'ai en écho l'interpellation de Sosthène. Vous voyez, là, Jean-Noël dit que ce n'est pas pour fusionner. Non. Vous savez, une situation pareille, qui ne concerne pas une structure, un individu, mais qui concerne le Congo dans sa globalité, devrait interpeller tout le monde. Et c'est tout le monde qui devrait s'asseoir autour d'une table pour essayer de porter l'événement, pour rechercher et la vérité et la justice et tout ce que l'on peut faire. Donc, quand on tenait la réunion dimanche dernier, on n'avait pas encore eu vent de ce qui se passait à gauche et à droite. Et donc, nous l'avons mis à l'ordre du jour. Et essentiellement, c'était éléments de langage et actions possibles à propos du drame de Chakona et autres sujets d'actualité. Les éléments de langage, c'était que c'était un mensonge d'État, un crime d'État, qu'il fallait demander la démission du procureur de la République, du ministre de la Communication et celui de l'Intérieur, du DGPN, qu'il fallait des enquêtes administratives et judiciaires, établissement des responsabilités et justice pour les victimes. Et on notait aussi qu'il fallait que tous ceux qui prennent la parole, s'ils le pouvaient, parce que l'espace de concertation, ce n'est pas une structure, c'est on se réunit pour discuter pour tout le monde. Donc on dit par exemple la récurrence des meurtres dans les commissariats et autres lieux de privation de liberté, légaux et illégaux. Deuil national, consolider l'éveil des consciences des populations des quartiers nord de Brazzaville pour susciter le soulèvement populaire. Je termine. Et les actions subséquentes qui pouvaient être menées, c'est plainte au niveau international, messe, veillée, manif. Et donc au sortir de la réunion, lorsque je reçois le courrier de mon ami Jean-Noël Mabiala, je dis chiche, de part et d'autre, voilà, les grands esprits, comme on dit, se rencontrent. Et j'ai entendu aussi qu'aux assises aussi, on réfléchissait sur la question, et d'autres, voilà. Donc, il faut faire de sorte que, après cette conférence de presse, que tout ce qui va suivre soit porté par tout le monde.
Voilà, donc, petit Guy Mafimba, c'est Lloyd Marchia qui fait également AFP à Brazzaville. Oui, bien sûr. AFP, c'est lui. Et nous avons pu ouvrir une brèche aujourd'hui pour la médiatisation. Hein. La Voix de l'Amérique qui aujourd'hui faisant à Brazzaville, à Pointe-Noire et un peu partout dans les grandes villes africaines a pu nous accorder une interview. Donc voilà, ça va être médiatisé. Et une dernière question, mais toute dernière, de Sir Makosso pour qu'on passe au prochain Alors, panel. c'est deux questions. La première, déjà, vous en tant qu'acteur politique. Très serré, il faudrait qu'il soit. Oui, ça va être vous en tant qu'acteur politique. Est-ce que vous ne craignez pas d'être accusé de récupération quand on sait que l'autre bord, donc la majorité, est quasiment silencieuse sur cette affaire de Chakona? On n'a pas vu ni entendu de déclaration des personnalités qui appartiennent à cette famille. La deuxième question, est-ce que vous demanderez au nom, je dirais, de la diaspora ou encore des organisations que vous représentez, de pouvoir obtenir des obsèques nationales et que l'État puisse en même temps indemniser les familles par rapport à cette perte, même si aujourd'hui on parle d'abord d'indemnisation, avant bien sûr d'honorer la mémoire de ces jeunes? Alors, Guy répondra sûrement sur l'aspect, quelle est la réaction du côté de la majorité. Hein. Je pense qu'il a dû les bousculer un peu dans ce sens-là, si j'ai bien compris. Moi, je vous dirais, je l'ai dit dès le départ, la crainte de récupération existe. J'allais presque dire la manipulation du pouvoir pour dire aux gens qu'il va y avoir récupération, elle a déjà été exprimée. On a dit aux parents, ne méfiez-vous des opposants politiques. Nous disons ceci. Le problème, un crime commis par l'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit, un crime commis par l'État, on va dire un agent de l'État, dans les locaux de l'État, dans les locaux de protection, je dis bien nous sommes dans un commissariat, c'est un lieu de protection. Quel que soit le crime commis, une fois qu'on a été arrêté, on est sous la protection de l'État. C'est pour ça que nous appelons ça un crime d'État. Ce genre de crime ne peut pas être traité de façon individuelle en laissant les victimes face à l'État. Voilà l'enjeu. Si on laisse les victimes face à l'État, l'État fait juge et partie. C'est pour ça que les politiques ont la légitimité et l'obligation de recevoir. Je l'ai dit, nous avons échangé dessus avec nos collègues, nos amis responsables politiques qui sont au Congo. On espère qu'ils vont intervenir sur la deuxième partie. Nous avons dit que c'est notre devoir de réagir, pas pour politiser, pas pour simplement aller dans les invectives, de demander à l'État congolais, s'il lui reste encore un peu, j'allais dire, de légalité, puisque nous savons qu'il n'a pas de légitimité. S'il veut encore sauver sa légalité, qu'il fasse les choses dans les règles de l'art et qu'il prenne la mesure de cette situation, de ce drame catastrophique, qu'il prenne la mesure, qu'il prenne les responsabilités à la fois pour dire la vérité, pour diligenter les enquêtes et faire en sorte que si demain, dans d'autres contrées, il y aurait eu des démissions au plus haut niveau. Nous, en tout cas, personnellement, je ne suis pas dans un état d'esprit de demander une démission. Ça ne va pas régler le problème. Nous demandons toutes les... D'abord, la vérité. Et évidemment, vous nous direz vos petites demandes, qu'est-ce que ça va faire? Je réponds solennellement et officiellement, en tout cas solennellement, je dirais à M. Sassou et à son gouvernement que ce crime est inédit. Évidemment, notre ami Alexis a bien posé les termes de l'articulation avec les différents crimes qu'il y a eu au pays, avec l'évolution du mode opératoire. Ça, c'est une analyse factuelle. Elle n'est pas politicienne, elle est factuelle. Et moi, je reviendrai, puisque nous voulons la réussite de cette opération de solidarité, je reviendrai sur un propos, j'allais presque dire conciliant, en disant aux autorités congolaises, prenez vos responsabilités. Si vous êtes capables, si j'allais presque dire par orgueil, par, je ne sais pas comment le dire, prenez vos responsabilités, montrez au peuple congolais que vous êtes à la hauteur de vos responsabilités, faites la lumière sur ce crime, identifiez les responsabilités et avant même de passer à l'indemnisation. Voilà notre principale demande. La dernière demande, elle est plutôt aux Congolais. Ça peut paraître un vœu pieux, mais nous disons à la communauté congolaise dans son entièreté de se mobiliser. Et je répète, nous ne demandons pas des marches ou des mouvements.
simplement qu'elle exprime sa solidarité. Il y a des moyens d'exprimer la solidarité. Les associations peuvent publier un article dans la Semaine africaine à Brazzaville, simplement en disant, en 2 mots, solidarité avec les victimes de la violence policière. Quand on dit ça, il n'y a rien de politique là-dedans, c'est un fait. Voilà tout ce que nous demandons. Un cri, simplement, solidarité avec les victimes de la violence policière. Et à partir de là, vous verrez bien que nous sommes dans une action de citoyenneté, pas dans une action de polémique politicienne. Oui, il y a justement une question qui va dans ce sens d'un intervenant qui demande à savoir que vous connaissez comment réagissent en termes de solidarité vos compatriotes, c'est-à-dire très peu enclins à solidariser. Comment comptez-vous faire pour que cette fois ça puisse y aller? Ah non, je voulais réagir sur... D'ailleurs, dès le départ de ce drame, nous avons suivi ce discours qui est langue de bois et qui est un peu le discours du pouvoir. J'ai beaucoup suivi, on nous taxait d'être des récupérateurs d'une situation, mais nous sommes dans notre rôle. Nous sommes dans notre rôle. Nous sommes des opposants. Nous sommes des opposants, des résistants à une situation qui est une situation tragique, injuste et dramatique pour le Congo et pour le pays. Donc, ils sont dans leur... comment on peut dire ça? C'est leur rôle aussi de mentir, de cacher. C'est une dictature. On n'attend rien de ce régime-là. Alors, on doit se croiser les bras et regarder qu'on tue des jeunes gens et dénoncer, est-ce là être contre la République ou être contre la démocratie? Je pense que non. Nous devons fermement regarder le pouvoir en face et dire au pouvoir, vous avez tué des jeunes gens. Et le dire, ce n'est pas un péché, c'est un devoir historique. Nous devons le dénoncer et en même temps demander des comptes à ce régime-là par rapport aux jeunes qui sont morts, par rapport à leurs obsèques, comment indemniser les parents et comment faire que dans l'esprit des Congolais, dans le cœur des Congolais, tous nous sachions, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sang des innocents est indélébile. Le sang des innocents est indélébile. Ceux qu'on a tués, ce sont des innocents. Ce sont des jeunes gens qui n'ont pas pris des armes pour attaquer la République ou pour attaquer des paysans, enfin des citoyens paisibles. Ce sont des jeunes gens instrumentalisés qu'on a arrêtés et qu'on a tués, mais vraiment gratuitement. Où est le tort? Nous n'avons pas honte et nous n'aurons jamais honte de dénoncer cela. Vous savez, il y a une histoire qui est très belle, je ne connais plus l'auteur, c'est l'histoire de ce monsieur qui aux États-Unis, je crois, pendant sous le régime nazi, on venait chercher quelqu'un, et puis ce monsieur a dit, vous cherchez les communistes, je ne suis pas communiste. Et les gens sont passés. Après, il a dit, on est venu le chercher, bon, il dit, on cherche des syndicalistes, il dit, je ne suis pas syndiqué. On l'a laissé. Le jour où on est venu le chercher, il n'y avait plus personne pour le défendre. Donc ce que nous condamnons, ce que nous observons, ce sont des valeurs universelles que nous défendons. Donc hier, c'était les disparus du beach. Après, il y a Chakona. Et après, il y aura autre chose. Tant que ce régime est là, tant que ce régime cruel, criminel est là, mais nous devons faire notre devoir, qui est celui de dénoncer. Ceux qui sont au pays sont muselés, ils ne peuvent pas. Pour parler, ce n'est pas évident. Mais nous qui avons cette liberté, tout à l'heure, notre frère Guy Mafimba a dit dans quelles circonstances ils ont eu la véritable information. C'est certainement des policiers qui étaient à l'intérieur parce que même dans la police, il y a des gens qui ont encore un peu de cœur, qui ont vu des jeunes gens mourir gratuitement, qui se sont dit non, ça ne peut pas rester comme ça, impuni. Ils ont appelé des camarades qui sont ici, des citoyens congolais, en disant, vous qui êtes à l'extérieur, voilà, nous avons des éléments. Nous devons, et ceux qui nous accusent de manipulation ou de récupération, doivent comprendre que ce qui est arrivé à ces jeunes gens, dans ce régime-là, pourra
leur arriver un jour. Donc voilà pourquoi nous nous battons. Guy, par rapport à la réaction de la majorité, qu'est-ce que tu... La majorité... Au pouvoir, à l'Assemblée, comment... Oui. Qu'est-ce qui les a poussés à réagir? Non, ce qui les a poussés à réagir, Marc l'a dit tout à l'heure, il reste, il garde, il y a encore des patriotes dans ce pays. Et ce qui s'est passé, c'est un problème d'abord humain. Je dis, moi, enlevons nos étiquettes de politique. Non, c'est un humain. Des humains, des gamins qu'on a pris, qu'on a raflés, qu'on a tués. Et je peux vous garantir, je peux vous dire une chose, c'est que ce qui s'est passé avec l'interpellation, c'est parti de Paris. Hein. On n'est pas obligé de sortir les secrets ici, c'est parti de Paris. L'interpellation du gouvernement. L'interpellation du gouvernement est partie de Paris. Nous avons touché des amis à l'Assemblée, des amis, parce que nous ne sommes pas des ennemis, des Congolais, qui ont pensé que trop c'est trop. Je préfère, ne citez pas mon nom, mais je vais créer les conditions à ce que la vérité se sache à ce niveau. C'est parti de Paris. Raison pour laquelle je dis, il ne faut pas désespérer de ce pays. Il faut qu'il y ait des précurseurs. Et quand il y a des précurseurs, le mouvement s'enclenche. Et moi, je voulais répondre par rapport à cette histoire des obsèques. Vous savez, c'est un régime assez étrange. Ils sont formidables pour les obsèques. Vous voyez, Madame Sassou, dimanche passé, était à Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est à 10 minutes de Chakuna, pour faire la fête avec ses amis catholiques. Pas un seul mot depuis que ses enfants ont été assassinés. Pas un seul mot de Madame Sassou. Mais le jour où il y aura des obsèques, elle va venir, elle va pleurer. Donc j'ai dit à des parents de victimes, dont je connais un neveu, je leur ai dit, les obsèques du Congo, on s'en tape. Excusez-moi le terme, je suis vulgaire, mais on s'en tape. Parce que ce pays sublime la mort. On sublime la mort, on aime la mort. D'ailleurs, Sassou est spécialiste d'aller déposer les gerbes de fleurs. On s'en tape des histoires des obsèques. Nous avons demandé, et c'est ce qui a été, qu'on avait réussi à faire, demander aux parents de victimes, exiger les autopsies. Exiger les autopsies. Et vous voyez bien que toute personne ne veut. Ils ne veulent plus des autopsies. Ils ont divisé des familles, ils ont donné de l'argent et autres. On dit exiger des autopsies parce qu'à travers ça, on peut. Mais on a déjà eu quand même un certain nombre d'éléments probants pour démontrer que ces enfants étaient torturés et tués et émasculés. Donc de ce côté, on est quitté. Je ne sais pas si c'est la dernière question et peut-être oui, trois derniers mots. Oui. Alors là, voilà. Est-ce que ça peut se jouer en 1 minute même? Oui. Vraiment On va essayer. Merci bien. Je trouve que c'est une excellente occasion. Je crois que quels que soient les manques, et les manques de coordination des actions en congolais, il y a des jeux coopératifs, comme je peux dire à un moment donné, c'est-à-dire autour d'un problème donné, il faut pouvoir effectivement se rassembler comme c'est fait, qu'il n'y ait pas eu la possibilité de joindre X, de joindre Y, d'évoquer tel nom ou d'institution de personnes, cela peut arriver. Mais pour l'essentiel, c'est de convenir que aujourd'hui, c'est une situation qui n'a de précédent par le caractère de masse que 2 autres événements antérieurs. Les disparus du Biche, d'une part, mais aussi les massacres, la série de massacres dans la région du Congo. Et on peut en même temps rappeler que les cibles individuellement prises, quand on cumule tout cela, que ce soit Jean-Michel Kalakala, qui est vraiment, Augustin, mais voilà, et bien d'autres, à Pointe-Noire notamment, la jeune lycéenne d'Auganieur qui avait été tuée, pour laquelle on a malheureusement rien fait, tout cela devait être, et c'est ce qui avait été dit lors de la table ronde de décembre qui a été évoqué tout à l'heure, tout cela doit être recensé. Alors, si nous avons contact droits humains, s'ils continuent de travailler, c'est une bonne chose, mais au niveau des assises, on avait dit qu'il y a un travail qui doit pouvoir se faire pour recenser tous les crimes humains commis par Sassou. Alors, si ce que les Antoine Paille sont en train d'entreprendre maintenant peut arriver à quelque chose, c'est tant mieux. Mais quelque part, si partout tout le monde fait la même chose, peut-être qu'un jour on coordonnera tout cela pour dire qu'il faut recenser les crimes humains commis par Sassou. D'une manière ou d'une autre, il y aura la possibilité de faire un tribunal. Il y aura la possibilité, à travers une forme de commission de vérité, justice et réconciliation, ou d'autres formes, on fera le point. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir les faits, connaître les faits. Alors, dans ce sens-là,
je présente ça sous forme de question, en fait c'est une suggestion. Est-ce que l'OCDH qui a demandé au pays là-bas une enquête internationale, est-ce que l'OCDH est en contact avec vous? Est-ce que sur ce point spécifique, vous ne pouvez pas tous, et ceux qui font la conférence de presse aujourd'hui, mes trois amis et les associations qu'il y a derrière, est-ce qu'il est possible très spécifiquement sur cette action-là de dire qu'on va travailler avec l'OCDH pour qu'aboutisse une enquête internationale, mais avec effectivement des organes de presse qui puissent s'investir là-dedans. Le parallèle que l'on peut faire dans ce genre de situation, c'est notre ami Jean-Paul peut nous aider en cela. Les crimes en Amérique latine ont été commis parfois bien d'années auparavant, mais plusieurs années plus tard, les parents continuent toujours de rechercher et on finit toujours par connaître la vérité. Parce qu'il y a aussi là des journalistes. Il est possible d'essayer, avec Jean-Paul, avec d'autres amis, tout ça, de trouver quelques amis journalistes qui peuvent s'investir sur ces questions-là, et quel que soit le temps que ça pourra prendre pour qu'on arrive un jour à la vérité sur ce point-là. Donc je crois qu'il y a un point de départ, l'OCDH sur place, le ras-le-bol, c'est des gens très courageux, ces jeunes-là, il faut savoir travailler avec eux. Je pense que c'est une action de type société civile qu'il faut d'abord initier et avec laquelle il faut continuer. Les politiques, d'accord, doivent dénoncer à travers les partis, à travers les plateformes que nous avons là-bas au pays, etc., etc. Mais c'est la société civile, avec des organisations qui se sont déjà engagées, qui doivent poursuivre ce travail-là de manière systématique. Je voudrais plutôt faire cette proposition et je m'en tiens à Merci, merci Magloire. La réponse, elle est simple, elle est directe. Nous sommes avec les organisations de la société civile de défense des droits de l'homme. On les a sollicités. Si on a la chance que la logistique, la technique marche, nous aurons peut-être soit Franck, soit Trésor. Ils vont intervenir en direct sur la deuxième partie de cette séquence. C'est prévu. On espère que ça va marcher. Merci. Donc, il fait dernière chose, s'il te plaît, juste pour terminer. Magloire nous a justement ouvert la voie de la conclusion. Les trois termes qui nous mobilisent aujourd'hui. Vérité, donc on recherche la vérité, la solidarité et la responsabilité. La vérité, c'est tout ce qu'on évoque aujourd'hui sur ce crime-là, puisque ciblé, faire pression pour que nous ayons la vérité. La solidarité, d'abord je commencerai le deuxième terme, je dirais la responsabilité, qu'on établisse les responsabilités, que nous soyons responsables nous-mêmes aussi, que les Congolais prennent leurs responsabilités, pas dans la polémique, pas dans l'invective, pas même dans, j'allais dire, il paraît la récupération politique. Non, dans la responsabilité. Nous sommes tous responsables pas de ce qui s'est passé, mais d'apporter notre soutien aux victimes, aux parents. Et la solidarité, je termine par ça, puisque c'est l'enjeu de la journée aujourd'hui, c'est que nous allons apporter notre soutien. Ce soir, nous terminerons la rencontre autour d'un recueillement, d'abord autour d'un verre, autour d'un recueillement. Sadio va peut-être repréciser le programme, mais moi j'insiste sur le fait que nous organisons une solidarité, une collecte de fonds avec les moyens logistiques transparents que nous mettrons en place et nous verrons ce que ça va donner. Et le dernier mot, c'est que toutes les organisations, en tout cas nous avons les coordonnées de toutes les organisations, nous reviendrons vers vous pour faire le point de tout ce qui se fait, de tous les travaux qui se font, aussi bien aux assises, avec la dynamique qu'évoque Alexis et Tungamani, la dynamique qu'évoque Antoine Page Kiwoulou, les initiatives qu'avait déjà lancées Michel Pandi. Nous reviendrons. Voilà, ça, on prend l'engagement de dire que nous n'allons pas nous séparer en disant on repart, on attend le prochain événement. Nous allons faire en sorte qu'un travail continu se fasse entre nous, avec les différentes structures. Voilà ce que je peux... Voilà. Juste une information. L'OCDH est membre de la FIDH, est membre de la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc, on n'a même pas besoin, nous... Le rapport est dans les documents. On n'a même pas besoin, nous, de s'ingérer là-dessus. Voilà. Ils sont déjà en contact... Attends, s'il te plaît. Ce qu'on dit là, c'est important. Il a posé une question importante. Pour éviter, effectivement, qu'on nous taxe de récupération. Ce qui... La société civile gère de Brazzaville à ici, cette affaire-là. Les politiques sont là juste pour créer les dynamiques, remuer, entre guillemets, éviter qu'on étouffe cette situation. Donc, vous pouvez être rassuré. Ça se travaille très bien avec la FIDH. Alexis, pardon. Merci, c'est l'information que je voulais donner.
le problème qu'on a, bon, l'OCDH travaille actuellement. Si les organisations internationales ne vont pas très loin, c'est parce qu'il faut documenter toutes ces allégations. C'est-à-dire que eux, les photos et la liste des victimes ne suffisent pas. Il faut qu'ils sachent chaque circonstance de chaque victime avec des éléments. Et l'OCDH a effectivement ce travail, ils le font très bien. Mais ils ont aussi des problèmes. C'est pourquoi je dis que la solidarité, la véritable, qui a produit beaucoup, c'est d'aider l'OCDH à travailler. C'est-à-dire, au lieu de donner aux familles, ça sera tellement résiduel par rapport. Mais à l'OCDH, ça sera utile. Parce que eux, pour travailler, ils ont besoin de formateurs, ils financent de leur poche. Et jusqu'alors, il y a des situations qui étaient déjà dans la liste depuis décembre, qui n'ont pas fini de traiter, parce qu'ils n'ont pas les moyens. L'OCDH n'a pas de moyens à Brazzaville pour travailler convenablement. Donc s'il y a une solidarité, il faut dire, nous exprimons notre solidarité aux victimes en aidant l'OCDH à être performant. Hein, c'est très important. C'est le principal problème. Hein, OCDH et d'autres associations. D'autres associations, bien sûr. Comme celui de Lomba Moké, voilà, et tout, voilà. Ils sont nombreux. Voilà, exactement. Ça doit reprendre le flambeau. Voilà, donc vous pouvez vous désaltérer le temps que Sir Matoso Aristide se mette en place pour le deuxième panel, qui consistera en une émission interactive entre Brazzaville et Paris. Brazzaville, Paris et la participation aussi. Hein. Nous allons être autour de 3 tables rondes à tour de rôle. Hein. Là, tout le monde pourra parler. Merci. Donc, les questions qui n'ont pas été posées.